Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Il y a quelques temps, vous aviez réalisé 2 vidéos sur le cas syrien, donc notamment le chaos syrien. Nouveau rebondissement, après le ministre de la Justice qui est accusé d'avoir tué de nombreuses femmes, d'avoir commis un massacre de nombreuses femmes, on découvre que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Relations extérieures, est lié d'une façon ou d'une autre à la CIA. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Alors, c'est extrêmement intéressant ce sujet. J'en ai pas trop parlé au début, parce que je voulais regarder qui était arrivé. Vous savez, il y a beaucoup de groupes djihadistes en Syrie. Il y a beaucoup de groupes islamistes. Mais même à l'intérieur des djihadistes, il doit y avoir une 50aine de groupes. Donc, dans la mesure où il y a des groupes djihadistes, à la fois dans le HTS, pour nos auditeurs, le Hayat Tahrir el-Sham, l'organisation de la conquête du Proche-Orient ou du Levant, mais il y a aussi des djihadistes dans l'ANS, la deuxième coalition beaucoup plus liée à la Turquie, l'armée nationale syrienne. Il y a au moins 6 groupes djihadistes, plusieurs groupes salafistes, soi-disant un peu plus modérés, mais enfin ils ont tous fait du djihad, et en plus des frères musulmans et des Turkmènes, et des gens directement liés à la Turquie, et des mercenaires. Les mercenaires notamment de la compagnie, vous savez, la société militaire privée Sadat, du général Tandriverdi, dont la presse ne parle absolument pas, je dirais jamais. Je vous défie de voir des articles sur Sadat, qui a fait autant de carnage, qui est aussi active dans autant de pays que Wagner. Le fameux Wagner Africa Corps russe fait tout le temps la une des journaux, mais j'ai vu les activités même récentes de Sadat. Ils ont fait des massacres en Azerbaïdjan avec des terroristes syriens. Ils ont attaqué le général Haftar pour l'empêcher de prendre toute la Libye, et avec aussi les drones turcs dans les années 2018-2020, et ils sont toujours là en Libye. Et on les retrouve aussi en Afrique, à sécuriser des mines, exactement comme les Russes. Donc ce sont des djihadistes, des anciens d'Al-Qaïda, de Daesh, de Ahrar el-Sham et autres mouvements turkmènes syriens, organisés par cette société de militaires privée Sadat turque, et qui organise un certain nombre de massacres et une sorte d'internationale, une milice internationale islamiste au service de la Turquie dans plusieurs pays. Donc vous voyez, c'est très compliqué. On a plein de mouvements à l'intérieur du HTS, dans lequel le HTS n'a que 30 000 hommes. Et on a 50 000 hommes du côté de l'ANS, l'armée nationale syrienne, qui elle-même est composite, mais un peu plus unie, parce qu'elle est très pilotée par les Turcs. Et les deux sont proches des Turcs, et nous allons le voir. Dans le nouveau cabinet, et là je réponds mieux à votre question, qu'a nommé M. Joulani. Mais pourquoi je dis tout ça avant ? Parce qu'il a nommé un cabinet, mais il ne contrôle pas grand-chose. Il a nommé un cabinet pour essayer d'avoir un semblant d'unité. Il veut faire lever les sanctions, il veut faire croire qu'il est modéré, il s'est mis une cravate, il était passé déjà du turban au treillis à la Zelensky, maintenant il est en cravate, la barbe est toujours plus courte. Et donc il a fait croire qu'il était devenu modéré, qu'il a renoncé à persécuter les chrétiens, etc. Mais on va voir à peu près les membres de son cabinet. Vous allez voir, ils ont tous 2 points communs. Tous. Soi-disant modérés, mais ex-coupeurs de tête, vétérans du djihad. Ils sont tous passés par Al-Qaïda et Daesh, tous, mais absolument tous. Donc, quand on est passé par Daesh et ensuite Al-Qaïda, certains ont fait Daesh en Irak, après avoir fait Al-Qaïda en Irak, et avoir fait ensuite Daesh en Syrie, et ensuite, après la rupture, Al-Nusra et donc Al-Qaïda en Syrie. Deuxième point commun, ça c'est très étonnant, c'est des djihadistes qui ont tous coupé des têtes il y a à peine 10 ans, hein. Il y a à peine 10 ans, ils jouaient au ballon avec des têtes. J'exagère à peine, c'est ça. Un djihadiste, c'est ça. C'est un type qui acquiert assez de barbarie pour jouer au ballon avec une tête coupée. Et donc, le juge Trévidic l'avait très bien dit, l'ancien juge, vous savez, antiterroriste français très célèbre, qui a la langue assez libre, disait lui-même, on ne peut pratiquement jamais déradicaliser quelqu'un qui a pris le goût du sang. Et on nous dit que tout à coup, ils sont déradicalisés. Alors, 1 sur 1000, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Mais là, ils seraient tous passés de coupeurs de tête à des gens respectables qui veulent protéger les chrétiens, les minorités et les femmes. Alors, à propos des femmes, il y a quelques jours, le 15 janvier, on a quand même la première mesure qui tombe, séparation des hommes et des femmes dans les transports publics en Syrie. Donc, après ne pas avoir serré la main de la fameuse ministre allemande, etc., vous me direz, ça, c'est pas très grave, parce que maintenant, on nous fait, vous savez, on nous fait les politiques du contraste. Par rapport aux talibans, qui les massacrent carrément vivants, etc., c'est quand même moins grave. Vous savez, c'est comme ceux qui disent l'islam est un progrès à l'époque de Mahomet, parce qu'avant Mahomet, on les enterrait vivantes.
Donc maintenant, elles sont seulement soumises, c'est moins grave. Vous savez, avec la politique du contraste, on peut dire la situation des Juifs dans des pays islamiques qui les persécutent, c'est quand même moins grave que la Shoah. Avec le truc du... Alors moi, je peux vous dire aussi, je vous fous une grande baffe dans la gueule, je vous fais saigner du nez, c'est beaucoup moins grave que si vous avez tué. C'est la folie pure. Et l'Occident en est là. Donc je reviens à ce cabinet. Ce sont des gens qui ont tous comme deuxième point commun avoir été liés au service secret turc du MIT, MIT, ou, parce que certains c'est les deux, à la CIA. Et là, ça nous ramène au programme Timber Sycamore, qui est un programme de la CIA, ce qu'on appelle une covert action. C'est une opération secrète qui a visé à financer de nombreux groupes islamistes en Syrie, sachant que très rapidement, quand il y a eu la révolution syrienne, ça a commencé avec des vrais démocrates et des vrais libéraux. J'ai écrit un livre avec une d'entre elles, Randa Kassis, qui était une opposante modérée du régime, mais anti-islamiste. Mais très rapidement, les quelques opposants et les quelques chrétiens de service de la révolution arabe et les quelques sunnites très modérés, souvent anciens du régime, se sont fait doubler par des islamistes qui ont repris pratiquement 90%, 99% du schéma de révolution. Et c'est là que les Américains se sont dit, pour faire tomber Bachar al-Assad, non pas parce que c'est un dictateur, les gens qu'on finance, c'est encore pire. C'est des islamistes qui coupent des têtes et qui sont liés soit à la Turquie, soit au Qatar, soit à Daesh, soit à Al-Qaïda, soit aux frères musulmans. Donc ce n'était pas la démocratie, c'était faire perdre à la Russie une base navale et terrestre en Méditerranée, à Tartous et à Hmaïmim, dans l'ouest de la Syrie, dans la partie alawite, le cœur du régime. Et pour faire tomber la Russie à un point important, puisque c'était la seule base en Méditerranée, dans la mesure où la Crimée, c'est pas vraiment la Méditerranée, c'est la mer Noire qui accède à la Méditerranée, mais c'est pas encore la Méditerranée, c'était la seule base. Et pour cela, le programme Timber Sycamore a financé à hauteur d'à peu près $1 milliard. Vous savez, pour un pays très pauvre, 1 milliard, on fait quand même pas mal de choses avec 1 milliard. Vous me direz, c'est moins que les 3 000 milliards dépensés pour l'Afghanistan, mais 1 milliard en Syrie, sur quelques années, c'est quand même assez lourd. Ça permet d'acheter pas mal d'hommes et pas mal d'armes. Et ce que l'on sait aussi, c'est que Donald Trump, quand il arrive en fonction la première fois, dans son premier mandat, il émet des réserves sur ce programme qui a été conçu avant lui, sous Barack Obama, parce qu'il dit justement, moi ce qui m'ennuie, c'est qu'un certain nombre d'armes qui arrivent par exemple à Ahrar el-Sham, je prends un exemple, Ahrar el-Sham, on sait que par moment, Ahrar el-Sham parfois collabore avec Al-Qaïda, ou parfois des anciens de Ahrar el-Sham font une opération commune, ils envoient des sections se battre avec Daesh en Syrie. J'exagère, ce n'est pas exactement ce mouvement-là, mais on a pas mal de mouvements qui ne sont pas El-Daesh, qui ne sont pas Al-Qaïda, qui se sont même parfois battus très violemment avec Al-Qaïda ou Daesh. Alors nous, naïfs occidentaux, un peu comme Fabius, à qui l'on prête la fameuse phrase ils ont fait du bon boulot, El-Nosra, c'est le nom de Al-Qaïda en Syrie, ont fait du bon boulot. Certains disent que cette phrase n'était pas celle-là, admettons. N'empêche que John McCain, le fameux sénateur ultra-conservateur, néo-conservateur américain, il est venu soutenir des mouvements djihadistes en Syrie en disant « Vous inquiétez pas, c'est pas Daesh ». D'où le fait qu'à l'époque, rappelez-vous, un moment, on ne parlait même plus d'Al-Qaïda en Syrie, on ne parlait que de Daesh. L'ennemi, c'est Daesh. Hollande disait l'ennemi, c'est Daesh. En Syrie, nous combattons Daesh. Il ne mentait pas. Quand nos dirigeants occidentaux disaient nous combattons Daesh en Syrie, c'est une sorte d'aveu. C'est qu'ils ne combattaient plus Al-Qaïda parce qu'ils savaient qu'une partie des armes du programme Timber Sycamore, de $1 milliard, une partie des armes et aussi du système Train and Equip, donc on équipe et on entraîne, à alimenter des mouvements qui eux-mêmes ont repassé des armes très rapidement à d'autres groupes djihadistes. Et à un moment, de manière directe ou indirecte, la plupart des groupes en Syrie, islamistes radicaux, ont fini par être arrosés directement ou indirectement par l'argent, les hommes, les entraînements et les armes du programme de la CIA. Excusez-moi, je fais une dernière pause. C'est chiant, pourquoi ça s'arrête tout le temps de l'écran. Tu sais comment on fait pour retarder toi Je sais plus, mais dans les paramètres, normalement, ça doit exister. On peut débloquer ça. Maintenant que j'ai dit ça, ouais. Une fois ces prémices annoncées, commençons par El-Joulani. Tout le monde sait, maintenant la presse en a parlé, ça veut dire l'homme du Golan,
parce que Golan, c'est Jolan, etc. Donc l'homme du Golan, les parents ont été chassés du Golan, notamment en partie par les Israéliens. Donc c'est pas du tout un ami d'Israël, contrairement à ce que l'on croit. À un moment, il va montrer sa vraie face. Pour l'instant, il en profite. Israël profite du régime sunnite islamiste en Syrie et vice-versa. Et la Syrie n'a pas de problème pour l'instant avec Israël, mais ça viendra. Ça viendra, c'est reculer pour mieux sauter. Cet homme est quand même un homme qui va se battre très très jeune pour la cause palestinienne. Ensuite, un peu moins jeune, mais il est encore très très jeune, il passe de 17 à 21 ans et il va combattre avec Al-Qaïda en Irak cette fois-ci. Il va combattre les Américains dans Al-Qaïda en Irak. Il va être emprisonné, non pas à Abu Ghraib, mais il va être emprisonné à Bouka, à la prison, une autre prison américaine, et il va rencontrer El-Baghdadi, le deuxième calife, mais le plus charismatique de tous, qui a été juste après le premier, qui s'appelait presque comme lui, le fameux calife le plus charismatique de Daesh. Et le calife de Daesh, le chef de Daesh, l'envoie en Syrie, son pays d'origine, pour fonder une branche de Daesh, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et en Syrie, El-Dawla al-Islamiyya fi Iraq wal-Sham, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et dans le pays de Cham. Pourquoi je rappelle cette appellation? Parce que Cham, c'est le nom de Joulani, Tahrir el-Sham, libération du Cham. Il a repris de son ancien mouvement Daesh, qui est un programme en fait, la libération du Levant. Syrie, Jordanie, Palestine, Gaza, Israël, Liban et Syrie. Ça veut dire que c'est un projet auquel il n'a pas renoncé, puisque le mouvement s'appelle encore Cham, et il vient de cela. Donc il vient du djihadisme d'Al-Qaïda et de Daesh. Il a gardé le nom de Cham et Tahrir el-Sham. Vous savez que le mot Tahrir, c'est aussi le nom d'un mouvement extrêmement radical, Al-Hizb ut-Tahrir, qui est un mouvement qui est tellement radical que même le Hamas l'avait trouvé trop radical. Et bien sûr, il a trouvé refuge en Angleterre. C'est à peine croyable, vous pouvez vérifier. Le Hizb ut-Tahrir avait gagné des élections universitaires en Angleterre alors qu'il était considéré trop islamiste par le Hamas. Donc ce genre de mouvement, on connaît quand les gens prennent ce genre de titre, Tahrir, Sham, Ahrar el-Sham, c'est un autre mouvement syrien, eh bien, il y a tout un programme derrière. Alors, Joulani, on connaît son profil, son vrai nom, c'est Shara'a, et il se fait appeler de plus en plus Shara'a pour faire oublier son nom de guerre, parce que vous savez, tous ces gens ont un vrai nom et un nom de guerre qui commence en général par Abu, le père de, je sais pas quoi. Alors, ça va être le père de la gloire, le père de la guerre, le père de la libération, le père du djihad, etc. Lui, il s'appelait Abu Muhammad el-Joulani parce qu'il était Golani. Souvent, ces djihadistes, c'est très très djihadiste ça, ils prennent le nom de leurs origines. Alors, par exemple, le numéro 2 de Daesh, à un moment, on l'appelait El-Shishani, Abu el-Shishani, le Tchétchène. Il y en a un autre, on va l'appeler El-Maghrebi, parce qu'il est Maghreb, ça ne veut pas dire Maghreb, en arabe ça veut dire Maroc, le Marocain. L'autre, on va l'appeler El-Jazairi. Donc tout ça, c'est des marqueurs qui montrent que c'est des gens qui viennent d'une mouvance djihadiste et ils ont encore toutes les stigmates. Ensuite, on a le fameux ministre auquel vous faisiez référence, Shadi El-Waisi, dont on voit des vidéos, ça c'est le problème d'Internet, on ne peut pas trop masquer son passé, et il fait exécuter 2 femmes accusées de prostitution. Si ça se trouve, elles avaient juste fait un baiser avec quelqu'un, ou elles s'étaient promenées dans la rue avec un mec sans que le frère soit là. Vous savez que dans la charia, et la charia a été appliquée à Idlib, là où Joulani a commencé, dans la charia des islamistes, une femme ne peut jamais sortir de sa maison, en dehors de sa maison, sans son oncle, son frère ou son père. Sinon, elle est une fornicatrice. Et si elle passe 1 minute dans une pièce isolée avec un homme, c'est exactement comme si elle avait baisé avec lui. Elle est considérée comme fornicatrice et elle peut être lapidée. Donc vous voyez, c'est assez facile d'être traité de prostituée à Idlib, à l'époque de Daesh, ou alors à l'époque de Al-Qaïda, quand justement M. Joulani, qui est un grand opportuniste, il passe de Daesh à Al-Qaïda en Syrie, et à un moment, il reçoit justement des contacts et des financements, des aides du Qatar, de la Turquie, et indirectement des Américains, qui lui demandent, écoute, ça fait quand même des ordres, on t'aide indirectement en aidant des mouvements dans le programme, vous savez, le programme Sycamore, le Covert Action dont je parlais, il y a quand même des armes qui arrivent chez vous. L'ennemi principal de l'Amérique et de l'Occident, c'est Daesh, parce que Daesh est contre les alliés kurdes. Donc, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Puisque Daesh a comme ennemi principal les Kurdes, et il fait des attentats projetés, on va se concentrer sur Daesh et on va aider tout ce qui peut faire tomber Bachar al-Assad. Or, les sections islamistes les plus proches du régime de Damas, c'est pas Daesh. Daesh est à l'est, vers les Kurdes, ou dans le nord.
Mais ceux qui sont le plus proches de Damas, de Daraa, de Homs, et d'ailleurs certaines villes sont déjà depuis longtemps conquises par l'État islamique, ceux qui menacent le plus le régime, c'est des sections de Ahrar el-Sham, de Al-Qaïda et de mouvements djihadistes plus ou moins financés directement ou indirectement par l'Amérique. Et je comprends. Du point de vue américain, c'est utile. Alors, une fois qu'on a vu Waissi, donc on a vu que Waissi, il a été démasqué, le gouvernement de Jolani a dit on va réfléchir à sa nomination. Moi, j'ai vu aucune preuve comme quoi il a été changé. Pour l'instant, c'est un coupeur de tête qui est ministre de la Justice, enfin un exécuteur de femmes fornicatrices, parce que les femmes qu'il a exécutées, mais il y en a eu beaucoup d'autres. On en a un autre qui est très intéressant. Il vient d'un clan très important, le clan des Shaibani, des Banu Shaiban. C'est Hassan Assad Hassan el-Shaibani, alias, il a plein d'alias, mais il vient du clan des Shaibani, des Banu Shaibani, et c'est un clan très important. Pourquoi je parle de clan? Parce que ceux qui connaissent le monde arabe savent que dans le monde arabe, dans un État arabe, il y a 3 forces qui comptent. La religion, l'armée et le clan. Alors vous me diriez les partis politiques, mais souvent les partis politiques ne sont que des traductions des clans ou des confessions. Par exemple, le parti Baas, il a été créé par des alaouites et des chrétiens pour échapper aux sunnites. Vous voyez, il y a beaucoup de logique clanique. Mais là, on parle de tribu, c'est un rapport ethnique et familial. Et cette tribu est très importante. Et ce monsieur, lui, il est ministre des Affaires étrangères. Et il est très intéressant. Ancien d'Al-Qaïda, ancien de Jolani, ancien du HTS, donc le Hayat Tahrir el-Sham, qui est le nouveau nom que l'on avait donné à Nosra, qui lui-même était le nom syrien d'Al-Qaïda. Eh bien, ce monsieur, il est très spécifique. Il a combattu les Américains avec Daesh jusqu'en 2008 en Irak. Il participe au début d'aventure de Daesh avec Jolani en Syrie. Et il cofonde, avec les autres membres du cabinet, il cofonde le HTS avec Jolani, qui est quand même, je le répète encore une fois, le HTS, c'est le nouveau nom d'Al-Qaïda, agrégé d'autres petits mouvements djihadistes salafistes. Et lui, il est très intéressant. Il est l'homme de liaison du MIT, les services secrets turcs, et de la CIA. Cet homme, l'actuel ministre des Affaires étrangères, c'est un mélange très intéressant qui confirme ma thèse de 1997. Vous voyez, je n'ai pas attendu qu'on le sache pour le dire. À l'époque, c'était assez mal vu de le dire. En 1997, préfacé par le général gallois, j'avais écrit un livre, Islamisme États-Unis, une alliance contre l'Europe, où je montrais que même si souvent les États-Unis étaient montrés comme Satan par des islamistes chiites ou sunnites, quand ils pouvaient, les Américains utilisaient toujours des djihadistes contre des Russes ou contre des pays arabes alliés aux Russes. Alors justement, j'y arrive. Alors, on a l'exemple de 1980 en Afghanistan, on a aussi l'exemple de l'Irak. Est-ce qu'in fine, ces soutiens ne se retournent pas contre eux? Les soutiens se retournent pratiquement tout le temps. On ne connaît pas de mouvements fanatiques, comme les nazis, ou les islamistes radicaux, ou les trotskistes radicaux, ou les communistes révolutionnaires, avec qui vous faites une alliance un peu diabolique, qui un jour ne vous coupe pas la main que vous leur tendez. Et c'est logique, eux ils sont purs, enfin purs, ils ne sont pas purs, mais ils ont ce que BHL appelait la pureté dangereuse. C'est peut-être la seule chose intéressante que j'ai retenue dans tout ce qu'il a écrit, mais il y a du bon partout, hein, mais c'est cette pureté dangereuse, c'est-à-dire que le type qui est dans une logique extrêmement radicale d'un point de vue idéologique, un moment, il va se dire, mais j'ai fait une alliance avec un dégénéré. Un nazi, il disait, j'ai fait une alliance avec des dégénérés de Slaves. Il y avait un mépris énorme pour les Slaves. Même si c'était des blonds, ils les méprisaient autant que des Noirs. Pour eux, un Slave, c'était un peuple d'esclaves. La racine du mot slave, c'est esclave. Donc les nazis avaient un mépris énorme avec les gens, envers les gens qu'ils avaient serré la main et fait un contrat, Ribbentrop, Molotov, Hitler, Staline. Pareil pour les islamistes. Quand les islamistes font un contrat, un accord, ce n'est jamais la paix. Vous savez qu'en islam, on distingue la paix, salam, même racine que islam. Donc on a la paix quand on est soumis à l'islam. Et on distingue la paix de la trêve, la hudna. La hudna, elle est avec le mécréant, elle n'est jamais une paix pleine, elle peut être rompue à n'importe quel moment quand les rapports de force deviennent favorables. C'est la sourate 103 qui nous le montre très clairement. La sourate sur, vous savez, vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes, vous commandez ce qui est bien, vous interdisez ce qui est mal, etc. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour patrons, ils sont amis, etc. Et il y a cette idée aussi, à un moment, quand vous avez la force, vous n'êtes pas obligé de demander la paix. Inversement,
Vous pouvez faire une trêve qui ressemble à une paix pour le mécréant, mais pour vous, ce n'est pas une paix, c'est une trêve momentanée pour gagner du temps. Un peu pour les accords de Minsk, pour Merkel, quand elle avoue que c'est pour gagner du temps, puis en fait, on ne va pas les respecter. Il y a même des chrétiens qui pratiquent la Houdna. Et donc, un moment, la Houdna va être rompue. Avec Israël, il y a une Houdna pour l'instant, non signée, mais indirecte. Je t'emmerde pas, tu m'emmerdes pas, on a le même ennemi, et on est arrivé en même temps. Mais à un moment, le programme même de M. Jolani va faire en sorte que, comme le scorpion, quand il pourra, il piquera même la grenouille qui lui fait traverser le pont. Et la grenouille lui dira, mais on est alliés. Et le scorpion répond, mais moi c'est ma nature de te piquer. T'es pas quelqu'un que je vais épargner, j'épargne personne. Pour revenir à cela, la preuve que, enfin pas la preuve, mais l'indice qui permet de penser que les accords seront rompus, j'ai parlé de Jolani. On n'a pas fait allusion à al-Bashir, le Premier ministre, mais lui c'est le numéro 2. C'est le numéro 2 de Jolani, il était avec lui dans tous les coups. Il a été le chef de l'administration du HTS à Idlib. Pour nos auditeurs, Idlib, c'est dans le nord-ouest de la Syrie, le foyer où il y avait 20 000 militants d'Al-Qaïda qui ont été recyclés dans le cadre d'accords d'Astana, dans lequel les Turcs devaient accueillir dans leur zone des djihadistes, ils devaient les désarmer. Ils les ont accueillis, mais ils n'ont pas désarmés. Ils les ont utilisés pour aller dans l'ANS, l'armée nationale syrienne, avec l'agence de mercenaires Sadat, dont j'ai parlé tout à l'heure, et ils les ont aussi recyclés, parce que le HTS, même si ce n'est pas l'ANS, ils sont également liés aux Turcs, et El-Bashir, Jolani, on en a parlé du ministre de la Justice, El-Waisi, on a parlé du ministre des Affaires étrangères, El-Shaibani, du fameux clan des Abu Shaibani, qui lui est à la fois l'homme des Turcs, il a été très lié au service secret MIT, et il l'est encore, et il a été lié au service secret américain de la CIA, et on pense qu'il l'a toujours été, qu'il est un homme de contact, et ça va ensemble. Hein. Turquie, c'est quand même un pays membre de l'OTAN. La Turquie, en parole, est anti-israélienne, anti-américaine, multipolariste, mais ils ont quand même armé les Ukrainiens en premier, en même temps que Musk leur donnait des satellites, et ils sont toujours là pour dire qu'ils ne veulent pas de concessions territoriales en Ukraine. Ça reste quand même le camp occidental. Alors, certes, ils prennent ce qui les arrange chez les Russes aussi, s'ils peuvent faire un peu de fric en contournant les sanctions, mais ça reste un pays, malgré tout, qui a une parole anti-OTAN, mais des actions qui vont dans le sens de l'OTAN. Et d'ailleurs, si l'Amérique n'a jamais voulu virer les Turcs de l'OTAN, c'est parce qu'ils disent souvent c'est un casse-tête, les Turcs, mais à un moment, on trouve un accord. On est quand même, grosso modo, dans le même camp. Donc c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Ensuite, il y a un homme très intéressant, Abou Kasra. Abou Kasra, qui est le nouveau ministre de la Défense, pareil. Alors lui, il a plein de noms de guerre. Abou Hassan, El-Hawami, il a plein... Abou Mota, vous savez, ils ont tous des noms de guerre. Abou, ça c'est le marqueur du djihadiste. Hein. Il est obligé de faire ça, d'ailleurs. Et lui, il s'est affiché récemment avec Jaïch el-Islam. Alors, Jaïch el-Islam, encore tout un programme, l'armée de l'islam. Ce n'est pas l'armée de défense contre un envahisseur, c'est l'armée de l'islam. Le programme est clair, ça veut dire qu'on va se battre par rapport à l'islam et à l'extension de l'islam dans le monde. Donc, ce sont des vrais islamistes purs et durs, mais comme ils se sont dissociés d'Al-Qaïda à un moment ou à un autre, ils étaient éligibles au programme Timber Sycamore, le programme de la CIA d'1 milliard qui a financé une douzaine de groupes djihadistes et islamistes en Syrie dans le but de faire tomber El-Assad. Le fameux syndrome afghan que j'ai dénoncé depuis 1997, enfin pas dénoncé en géopolitique, on ne parle de la morale, mais que j'ai exposé. Et ce qui est très étonnant, c'est que malgré le 11 septembre, eh bien l'Amérique continue, quand elle peut, comme la France et l'Angleterre d'ailleurs, et comme l'Ukraine, à utiliser des djihadistes contre des Russes. Contre un Ruskov, ou un allié d'un Ruskov, ça peut être l'Irak, la Syrie, la Libye, à chaque fois, on va quand même mettre en avant directement ou indirectement des islamistes. Donc on a parlé d'Al-Bashir, Jolani, on a parlé de Al-Waisi, le ministre de la Justice, on a parlé, donc Shaibani, c'est l'homme du clan dont on a parlé. On a vu aussi El-Kasra, qui lui est un cauchemar pour les minorités. Quand il a été nommé El-Kasra, nouveau ministre de la Défense, les chrétiens ont envoyé plein de messages sur les réseaux sociaux, travail que pourraient faire nos médias. Regardez un peu ce qui se passe chez les minorités en Syrie, quand il y a la nomination. Non, il n'y a aucun esprit critique. On n'a aucun média qui nous dit, voilà la composition du cabinet, il y a un tel, ils s'appellent tous Abou, tous des anciens guerriers de Daesh, d'Al-Qaïda, etc. Aucun de ce travail élémentaire d'un journaliste n'a été fait.
Moi, j'ai aussi téléphoné à des gens qui habitent en Syrie, au Liban, qui connaissent, qui ont de la famille, des Arméniens, des Kurdes, des Alaouites. Là, je suis en contact avec entre guillemets, un prêtre alaouite. C'est pas vraiment un imam, c'est pas vraiment un prêtre, enfin, c'est un religieux alaouite initié. Il me disait que c'est terrible, que des armes ont été enterrées, cachées, et qu'elles sont en train de ressortir parce qu'ils se préparent même à des affrontements. Il y a d'ailleurs des morts tous les jours, soit des agressions du gouvernement de ces charmantes personnes ex-djihadistes qui n'arrivent pas à tenir leurs troupes. Des chrétiens sont violés, pillés, leurs maisons volées. Des alaouites ont subi plein de règlements de compte. J'ai reçu une vidéo récemment horrible, horrible, d'un mec massacré à petit feu, à coups de bâton. Des petits bâtons, il y reçoit des mini-coups, et ça dure peut-être 1 heure, moi j'ai qu'un extrait, et le type après sans connaissance. On pourrait parler aussi de Maher Shara, ça c'est intéressant. On a longtemps critiqué, vous savez, le gouvernement syrien, en plus des morts, les soi-disant 600 000 morts du régime syrien, alors que l'Observatoire des droits de l'homme syrien, lié aux frères musulmans, pas du tout pro-Assad, a toujours dit que à peu près la moitié des morts étaient le fait des djihadistes pendant la guerre civile syrienne, qui eux-mêmes, du monde entier, sont venus faire des carnages, pas uniquement contre le méchant Bachar, mais contre des civils. Donc quand on nous dit les 600 000 morts de Bachar al-Assad, l'homme qui a génocidé son peuple, c'est pas du journalisme, c'est pas sérieux les mecs, c'est pas sérieux du tout. C'est pas du travail déontologique. On peut dire que c'est un dictateur, qu'il a massacré plein de gens, ok, qu'il a mis en prison, qu'il a torturé, c'est vrai. Mais c'est pas Bachar qui a fait 600 000 morts. Déjà, selon l'Observatoire des droits de l'homme, on est plutôt proche de 300 000 ou 400 000, mais on n'est pas à 600, et la moitié, c'est les djihadistes du monde entier qui sont venus punir Bachar parce qu'il avait refusé un gazoduc favorable au Qatar. Comme par hasard, juste après, Alain Juillet, l'ancien chef du renseignement de la DGSE, c'est quand même pas un homme mal informé, l'avait dit dans une audition au Sénat, et c'est tout à fait connu. Donc on a Maher el-Shara, le frère de Joulani, qui s'appelle Shara. Maher, il s'appelle comme le frère de Bachar, qui justement gérait tous les trafics. C'est assez étonnant que le régime corrompu est remplacé par un autre régime, qui met pratiquement dans les mêmes conditions le frère du nouveau boss, qui lui-même bénéficie d'un népotisme incroyable. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux syriens, que nos journalistes ne regardent jamais, on parle de Maher el-Shara, le nouveau Maher al-Assad. En gros, il fait pareil, il fait du népotisme, il nomme son frère dans le premier cabinet des 6 ministres les plus importants. Ensuite, on a un type très intéressant, c'est Anas Khattab, alias Abu Ahmad Houdoud, et lui, il était le directeur des mukhabarat. Les mukhabarat en arabe, c'est les services secrets dans tous les pays arabes, on dit mukhabarat. Et lui, il était le directeur des mukhabarat du HTS, et il a été nommé nouveau directeur des mukhabarat du régime syrien, même si c'est un régime très faible. On le verra peut-être dans une autre vidéo. Et cet ex-chef de la sécurité du HTS, à l'époque où Joulani régnait sur Idlib, donc lui, il a le même profil que les autres, pareil, très jeune, il part se battre en Irak contre les Américains, il fait partie d'Al-Qaïda en Irak, qui devient Al-Qaïda et l'État islamique en Irak, vous savez, le fameux ancêtre de Daesh. Ensuite, il va rejoindre la révolution syrienne avec Joulani, c'est un fidèle, et il crée Daesh en Syrie. Il reste 2 ans dans Daesh en Syrie, et quand il y a la rupture, lui, il rejoint ensuite Al-Qaïda en Syrie, qui s'appelle El-Nosra, et il est cofondateur du front El-Nosra d'ailleurs, donc il reste un peu moins de 2 ans avec Daesh, mais admettons, il passe de Daesh, en tout cas comme Joulani, à Al-Qaïda, et il est très proche aussi d'autres mouvements comme El-Jamal Tawhid. Alors El-Tawhid, en arabe c'est clair, c'est l'unicité. Quand un mouvement s'appelle Jamaat El-Tawhid, ça veut dire que c'est vraiment un marqueur de salafisme. C'est pas un frère musulman cravaté à la Tariq Ramadan. On est dans le salafisme pur et dur. Pour nos auditeurs, le mot tawhid, il n'est pas connoté en lui-même, bien sûr. On peut être pour l'unicité de Dieu sans être un salafiste. Mais tous les non-salafistes, tous, quand ils ne sont pas uniquement djihadistes, tous les salafistes ont un truc commun, le mot tawhid. C'est l'obsession de l'unicité et combattre le polythéisme, l'associationnisme, ce qu'ils appellent le shirk. Et donc, on a ce mouvement Tawhid, et c'est ce monsieur qui a fait
Il a fait le mouvement Jamaat Tawhid, il a fait Al-Qaïda, il a fait Daesh et il a fait plein d'autres mouvements. Et c'est lui qui a créé le système carcéral d'Idlib. Imaginez, quand il y avait 20 000 militants d'Al-Qaïda à Idlib, dont Joulani était le chef, on imagine ce qu'était le système carcéral d'une zone de la poche d'Idlib quand elle était contrôlée par Al-Qaïda en Syrie. Je vous laisse imaginer le degré de démocratisme. Et c'est ce monsieur qui a inventé le système carcéral d'Idlib, qui est maintenant le nouveau chef des Mukhabarat, des renseignements syriens. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Et lui, ce qui est intéressant, ce coupeur de tête, lui aussi, eh bien, il est également un homme du MIT, le MIT, donc les services secrets turcs, et il est également, avec l'homme qu'on a vu tout à l'heure, avec le ministre des Affaires étrangères, il est le deuxième correspondant de la CIA connu, identifié depuis des années. Donc dans ce gouvernement, on a plusieurs ministres qui ont été à la fois les hommes de liaison du MIT, le service secret turc, et les hommes de liaison directs ou indirects. Il y en a au moins 2 directs, parce que Jolani c'est indirect, son premier ministre Bachir c'est indirect, mais les 2 qu'on a cités, le dernier et Shaibani, eux c'était direct, des hommes de liaison. L'un d'entre eux a même fait un diplôme aux États-Unis online, pour approcher déjà à peu près les Américains, et les 2 ont trahi successivement Daesh et Al-Qaïda, et ont même parfois fait, lui par exemple, il a parfois et Shaibani aussi, ils ont fait des collaborations pour vendre des types de leur propre groupe, pour acquérir les faveurs de la CIA et devenir des hommes de confiance, parce que la CIA les avait incarcérés en Irak. C'était des ennemis. Certains avaient un prix sur leur tête. Donc pour gagner la confiance, ces types quand même d'un opportunisme quand même assez extraordinaire, ils ont vendu des mecs de leur propre groupe, plusieurs groupes, je ne vais pas donner tous les noms, pour avoir les faveurs de la CIA. La faveur des Turcs, ils l'avaient déjà parce que les Turcs n'ont jamais vu d'un très mauvais œil quelqu'un qui va buter des chrétiens ou des Kurdes en Syrie. Donc voilà, on a des gens charmants qui forment le premier cabinet de ce gouvernement, mais pendant ce temps, on ne parle pas de l'ANS. Le deuxième groupe qui a pris le pouvoir en Syrie, l'ANS, est en train de massacrer des Kurdes dans le nord de la Syrie au moment où je parle. Est-ce que la presse parle des Druzes qui se réarment, qui ont peur dans leurs montagnes et qui subissent des agressions? Est-ce que la presse parle des Alaouites qui ont de nombreux cas de viol et de mort et de pillage? Est-ce que la presse parle de la milice ANS qui a pris le pouvoir avec HTS, qui, elle, se concentre dans le nord et qui a déclaré la guerre aux Kurdes et elle est en train d'en massacrer partout où elle peut, surtout en dehors du triangle du Rojava, du Kurdistan syrien. Il y a aussi d'autres poches où il y a des Kurdes un peu moins fortes, où il n'y a pas les FDS, les forces de défense syriennes. Et tout cela se passe dans une indifférence générale. Et ma dernière conclusion, que nos auditeurs ne connaissent pas, mais c'est important de le dire, j'en parlais beaucoup avec ma co-rédactrice du livre Le chaos syrien, Randa Kassis, qui est une Syrienne qui est retournée en Syrie récemment, et elle me rappelait quelque chose de très juste. Qui a pris Damas? Ce n'est pas le HTS. Le HTS qui est au pouvoir, on lui a donné Damas sur un plateau d'argent. C'est une milice d'un monsieur qui s'appelle El Aoudeh, qui a toujours son turban typique de la zone du sud de la Syrie, de la ville et de la zone de Daraa. La révolution syrienne, comme vous le savez, dans les années 2011, a commencé à Daraa. Et elle a recommencé en décembre 2024, dans la même ville, à Daraa, là où il y avait eu les premières tortures. Et c'est un monsieur qui dirige un clan très puissant qu'on appelle la Chambre des opérations du Sud. Il s'appelle Aoudeh. C'est lui qui a participé à la prise de Damas, mais comme il avait collaboré un moment avec les rebelles, un moment avec le régime, il était dans une position complexe. Il n'a pas voulu se battre pour avoir la première place. Il l'a donné à Joulani. Mais tout cela est très fragile. Récemment, il a refusé que sa milice, qui a 8000 hommes, se soumette à la milice de HTS pour former une future armée syrienne unie. Dans le nord, l'ANS, qui a plus d'hommes que l'HTS, n'a pas voulu se fondre dans la gouvernance HTS et il y a des désaccords et ils continuent, eux, à faire leur agenda que leur a donné Ankara, frapper des Kurdes. Donc vous voyez, les Druzes se rebellent, les Alaouites se préparent à se réarmer à Tartous et dans le Alaouistan, dans le Jabal Ansariya. À Deraa, le groupe de Deraa, qui a longtemps été ambigu avec le régime, comme les Kurdes, lui, il s'est rallié parce qu'il a vu qu'il y avait le vent qui tournait, mais il est prêt à entrer en dissidence avec le HTS
et vous verrez, ça ne va pas tarder. Dès que le HTS voudra, un peu comme le général Aoun avec les milices chrétiennes libanaises en 1990, quand il va dire désarmez-vous ou venez dans mes équipes, le monsieur Aoudé, il a dit non. Récemment, il n'a pas voulu se soumettre. Il reste poli, mais il ne se soumet pas. Donc vous voyez, le Kurdistan, c'est un quart de la Syrie qui échappe au contrôle du HTS. L'ANS qui combat les Kurdes n'obéit pas au HTS. Le groupe qui a libéré Damas en décembre 2024 ne veut pas obéir en tout au HTS. Et les Druzes et les Alaouites, dans leurs montagnes, qui ont résisté pendant des siècles, ils peuvent encore résister. On ne peut pas éliminer des gens qui sont perchés dans des montagnes, dans des villages rebelles. D'ailleurs, pendant des siècles de califat, même en étant considérés comme des mécréants, pire que les chrétiens, on n'a jamais réussi à tous les tuer. Donc ça veut dire que le pouvoir de Joulani est extrêmement fragile, et si la presse faisait son travail, mais toute la presse, imaginez si toute la presse était indignée par ce cabinet de coupeurs de tête, comme elle est indignée quand il y a une méchante phrase de Trump ou un propos de Orban. S'il y avait le même degré d'indignation, les hommes politiques occidentaux seraient obligés de faire marche arrière et de ne pas reconnaître ce gouvernement et de ne pas alléger les sanctions. Vous voyez pourquoi c'est important de dire quelle est la composition de ce gouvernement, parce que si le grand public le savait et si la presse n'était pas le valet du pouvoir, moi je soutiens que la presse est rarement véritablement autonome. En France, en Italie, en Espagne, partout, la presse est très liée au gouvernement. Souvent, il y a des subventions gouvernementales. La presse, grosso modo, c'est ce que j'ai dit dans une conférence dans une école de journalisme, souvent, dans la presse, il y a plein de gauchistes qui se sentent révolutionnaires, libres, parce qu'ils sont tatoués, parce qu'ils sont LGBTistes ou parce qu'ils sont pro-migrants. Mais en fait, ce sont des valets du pouvoir, parce que leur récit, à part le monde diplomatique, un peu Mediapart, à part peut-être Canard enchaîné, mais à part quelques rebelles non subventionnés, et non publicitaires, parce que les agences de publicité exercent des pressions sur le fond. Un jour, on m'a raconté au Figaro qu'il y a des articles qui ne peuvent pas sortir parce que les annonceurs disent « ça, interdit ». Sinon, on retire la pub. Donc, si vous voulez, de manière gouvernementale ou par les publicités, la presse, elle est composée de plein de journaleux qui se croient super libres parce qu'ils sont gauchistes ou trotsko ou ce que vous voulez, mais en fait, ils sont servilement atlantistes parce que dans leurs écrits, de la majorité des journalistes, on ne voit rien de ce que je vous ai dit à l'instant. Ça veut dire rien qui pourrait nuire au plan qui relate, qui remonte à l'Afghanistan, ce plan d'alliance entre les services atlantistes et américains et anglo-saxons et des mouvements islamistes pour affaiblir des Russes quelque part, pour affaiblir l'Irak laïque, la Syrie laïque, ou Kadhafi, le rebelle qui était contre la charia, il était pour, lui il disait, l'islam c'est que le Coran. Donc il était détesté par les islamistes. Il avait un islam coranique opposé aux 4 écoles juridiques et à la charia. Si les gens savaient tout cela, eh bien peut-être qu'ils seraient un peu plus critiques sur l'atlantisme. Et enfin, s'ils savaient que la Syrie, quand elle a combattu les Russes, parce que vous savez, les Russes défendaient le régime syrien, donc quand les Syriens rebelles ont combattu le régime syrien de Assad, eh bien ils combattaient également les Iraniens et les Russes. Et en combattant les Russes, forcément, à un moment, les Ukrainiens, c'est humain, se sont dit, ils ont les mêmes ennemis que moi. Et à partir de 2015, on a vu des djihadistes quand même importants émigrer en Ukraine. Depuis 2015, des djihadistes syriens qui combattaient des Russes et des Iraniens en Syrie se sont retrouvés en Ukraine, ils se sont entraînés, ils ont appris des choses, et ce sont leurs instructeurs ou leurs alliés ou leurs hôtes ukrainiens qu'on a retrouvés au sein de l'ANS et de l'HTS pour entraîner les rebelles syriens en décembre 2024, pour avoir des drones et des techniques de drones, et l'attaque Blitzkrieg, ça a été favorisé également par des Ukrainiens. Donc si vous voulez, les choses sont intéressantes parce que tout est lié. Les dossiers ukrainiens, russes, afghans, Qatar, occidental, guerre froide, nouvelle guerre froide, sanctions, parce que la sanction César a empêché la reconstruction de la Syrie qui est tombée. En fait, ma méthode géopolitique, c'est holistique. En fait, on ne peut pas parler d'un thème sans parler des autres thèmes. Il y a une interdépendance entre les différentes zones, de même que nos organes dans le corps ont une interdépendance avec le cerveau et d'autres organes. C'est un petit peu pareil, la géopolitique. Voilà pourquoi j'ai fait tous ces détours, qui certes sont moins compréhensibles ou moins agréables pour un auditeur, mais c'est important de voir la chose dans sa complexité et dans sa multidimension.